On va continuer à parler d'équipe en s'intéressant au moral de ceux qui les dirigent, puisqu'on va zoomer sur les cadres. On va faire ça avec deux personnes. D'abord avec Delphine Cochet, qui est la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Bonjour Delphine. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Et puis avec David Mahé, vous êtes le fondateur de Human and Work. Bonjour Lorraine. Alors première question pour vous, avec la rentrée, on parle beaucoup du moral flanchant des cadres. Est-ce que David, vous pouvez nous chiffrer ce moral? Est-il vraiment en berne? Est-il vraiment en train de dégringoler? Oui, on a des entreprises une période de forte tension, une grosse fatigue qui se traduit par des niveaux de stress, par des niveaux d'anxiété, par des inquiétudes par rapport à l'avenir et par rapport au contexte. Donc c'est une fatigue qui est différente de celle qu'on a connue il y a 2 ans avec la crise sanitaire, mais qui fait finalement que beaucoup de choses se sont ajoutées en quelques mois. Et il y a effectivement une vraie inquiétude dans les équipes. Une vraie inquiétude qui s'inscrit dans un contexte qui dépasse celui de l'entreprise, un contexte extrêmement anxiogène. Est-ce que vous pouvez nous le caractériser, David? Je dirais qu'il y a eu, depuis 3 ans, il y a eu une accumulation de bouleversements absolument imprévisibles qui crée finalement dans les entreprises une difficulté à prévoir l'avenir. On est dans la réaction. Alors ça, on a eu un virus, après on a eu de l'inflation, après on a eu une croissance excessive, hein. Après on a eu des moments d'inquiétude géopolitique, maintenant c'est des problèmes d'énergie, des problèmes d'approvisionnement, les lignes logistiques. Donc finalement on se retrouve confronté à une multitude de bouleversements et de bouleversements très importants qui font que finalement on a une visibilité qui est nulle. Et quand on ne sait pas trop où on va, eh bien, on a besoin de se référer à quelque chose. Et c'est un peu le rôle du manager, justement. Alors justement, des bouleversements à la fois professionnels et puis personnels. Comme ça, la frontière vie privée, vie perso, est-ce qu'elle n'est pas encore plus fine qu'avant, Delphine? Alors, je ne sais pas si elle est plus fine, mais en tout cas, on l'a rendue plus visible. Et puis, il y a énormément de thématiques sur lesquelles on en parlait récemment. On sait que bientôt, un quart des salariés seront aidants. On parle beaucoup de parentalité, on parle de stress professionnel, de surmenage. Tous ces enjeux, ils mettent les équipes et les managers inclus dans des moments de fragilité que l'entreprise a, en tout cas, comme rôle d'accompagner. L'APEC a chiffré l'inquiétude des professionnels par rapport à la situation notamment économique. La part des cadres inquiets par la situation de la France progresse de plus 10 points par rapport à il y a 1 an. C'est quand même assez monstrueux. Alors ça se chiffre aussi, l'impact du moral des managers, du moral des cadres sur l'économie. Vous avez fait un peu votre devoir, Delphine, pendant la semaine et vous avez polardé une thèse. Est-ce que vous pouvez nous remonter quelques éléments de cette thèse? En fait, j'aimerais bien parler de l'excellent travail du maître de conférence Thibaut Perrin, où en fait, sa thèse, il y a un chiffre à retenir, c'est que si on arrivait, si les entreprises, en tout cas si les équipes, avec plus confiance en leurs dirigeants, en leurs managers, on créerait 8 points de PIB en plus en France. 8 points. Voilà. Donc toute la question, c'est comment on crée cette confiance, qu'est-ce qui la caractérise? Et là-dessus, il y a 3 critères, en tout cas, qu'il a déterminés pour caractériser la confiance, qui sont la crédibilité du manager, sa clarté. Donc là, on retombe sur ce que disait David, sur aussi le sens de l'entreprise. Et puis le dernier, c'est la bienveillance. C'est comment on crée cet écosystème pour le manager pour que la confiance se crée. Et il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est que cette confiance, elle doit être le résultat de 2 parties qui ont la volonté de montrer leur vulnérabilité. Donc je rejoins un petit peu le sujet qu'on venait d'aborder juste avant, c'est comment aussi on crée un cadre d'entreprise où le manager peut montrer ses vulnérabilités, et tout comme le collaborateur, pour créer cet environnement de confiance. Alors, vous parlez d'intimité presque. Néanmoins, on n'a pas forcément envie de s'appuyer sur un manager qui nous raconte toute sa vie perso. Alors, comment on gère cette difficulté, complicité, discussion informelle et en même temps management, sans être forcément très hiérarchique et très vertical? Comment on fait, David? Je crois que le principal, déjà, c'est de parler du travail. C'est-à-dire qu'on parle jamais assez du travail et le rôle du manager, c'est quand même d'être finalement l'expert, ou en tout cas le spécialiste du travail. Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi on est là. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le manager, il doit être capable de donner une direction, du sens au travail. Il doit être capable également de
de gérer une équipe dans des contextes d'incertitude. Et il faut que concrètement, on puisse s'ajuster, réagir, adapter des stratégies. Et puis enfin, il faut qu'ils puissent définir une façon de travailler, parce que quand ça tangue, et en ce moment ça tangue fort dans les entreprises, eh bien, il y a quand même besoin d'ajuster la façon de communiquer, la façon de se comporter, la façon de ne pas s'énerver même sous forte pression. Voilà. Et ça, je crois que c'est la responsabilité du manager et la compétence du manager. Et pour compléter, je dirais aussi, c'est quels outils on met à disposition des équipes. L'intimité, ça ne veut pas dire on se livre au bureau sur ses fragilités. Ça veut dire qu'on a créé, moi j'aime bien parler de la bulle de confiance qu'on représente avec Ma Bonne Fée, et c'est pareil chez Human & Work. Qu'est-ce que j'ai comme outil en tant que manager? Où est-ce que je peux aller créer cet environnement, ou en tout cas cette ressource? Quelles sont les ressources qui sont à disposition de mes équipes, qui sont à ma disposition, pour aller justement trouver des réponses dans des moments de fragilité, pour que derrière, de toute façon, le vrai sujet, c'est comment mes équipes peuvent être plus productives. Parce que c'est tout l'enjeu du manager, c'est un peu ce que je dis souvent, entre le marteau et l'enclume, c'est la pression des instances dirigeantes actionnariales versus la pression aussi des équipes. Donc c'est vraiment réconcilier ça aussi, et quels outils j'ai à ma disposition. Je vais partager avec vous un témoignage d'Isor qui m'a écrit sur LinkedIn. On parle toujours et souvent de recrutement. Si vous me suivez, vous savez, c'est un de mes chevaux de bataille. Alors, elle m'écrit: le manque de candidats est le seul obstacle au recrutement dans ma PME, mais tout l'effort porte sur moi. Tout l'effort porte sur moi. Comment intensifier l'effort de recrutement collectif? Ça, c'est un des cas où on sent que l'auditrice, elle est un peu débordée à la fois personnellement et professionnellement. Comment vous adresseriez le cas d'Isor si c'était votre cliente David et vous? Vous avez beaucoup d'entreprises dans lesquelles aujourd'hui le problème principal, c'est la qualité des équipes, c'est la capacité à recruter. La capacité à recruter, c'est pas que la responsabilité d'un manager. C'est l'attractivité de l'entreprise, c'est ses valeurs, c'est sa capacité à finalement être perçu comme un employeur de qualité. C'est aussi la capacité à embarquer une aventure sympa, parce que les gens ont envie quand même que leur vie professionnelle soit sympa et pas uniquement de l'effort et de la souffrance. Donc je pense que l'entreprise a une grosse responsabilité pour justement réussir des recrutements, et derrière le manager fait un peu avec les moyens qu'il a. Mais en ce moment, il y a une forte tension sur les ressources, et le manager effectivement est un peu l'élastique qui gère cette pénurie. Alors, tout l'effort sur elle? Alors, moi, je dirais déjà, il y a un chiffre assez parlant qui dit que 50% des démissions sont liées au management, au manager. Donc, alors, c'est comment je crée aussi un environnement qui fait que je suis... En tout cas, je fais attention à ce qu'il y ait peut-être moins aussi de départs, pour avoir déjà moins à remplacer. Est-ce que j'ai créé toutes les conditions, et est-ce qu'on m'a donné les moyens de créer toutes les conditions pour le faire? Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, comme le disait très justement David, c'est tout ce qui va rayonner autour de la marque employeur, ce qui fait que je montre que je suis une entreprise à la pointe de l'innovation sociale, et que que je favorise l'épanouissement professionnel, personnel, en tout cas dans ma structure. Pour conclure, on peut se dire que pendant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé de santé mentale, de risques psychosociaux, de morale, de mental. On en parle un peu moins. Qu'est-ce qui reste concrètement de la crise, et qu'est-ce qui a été intégré au niveau managérial et peut-être RH dans les entreprises? Bon, d'abord, pendant cette période, le fait que la santé mentale soit devenue un sujet pour l'entreprise, c'est plutôt un progrès. Le fait de prendre soin des gens, prendre soin des équipes, prendre soin des organisations, c'est plutôt un bon réflexe quand on est un leader d'entreprise. Maintenant, il y a aussi des vrais sujets qui ont trait au sens du travail, qui ont trait à la qualité du management, qui ont trait finalement à la façon d'organiser le travail, et si possible de produire du plaisir au travail. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est particulièrement important. Alors certes, on parle peut-être un petit peu moins de crise sanitaire ou de crise grave, mais on a quand même une période qui est très anxiogène dans les entreprises, et il faut quand même veiller à prendre soin des gens. Delphine, qu'est-ce qui reste de la crise? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Moi, je pense que ce qu'on a tiré comme leçon, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, c'est de quelle manière on se rend compte qu'en fait les fragilités, qui peuvent être la santé mentale, mais qui peuvent être aussi, on en a parlé, des fragilités financières à venir, de pouvoir d'achat, etc. Comment les fragilités qui peuvent toucher la sphère personnelle comme professionnelle, en fait,
ont tout leur raison d'être dans l'accompagnement des entreprises et sont plus quelque chose qui relève de l'intime, mais bien font partie des missions et même des devoirs de l'entreprise.